Bon dimanche à tous les amis d'Anglo-Congo, partout où vous trouvez à travers le monde. Aujourd'hui, nous sommes le 18 novembre 2018. Nous voulons faire l'analyse sur l'actualité politique en RDC. Nous savons que certains d'entre vous, vous êtes encore à l'église. Et nous vous souhaitons un très bon culte là où vous êtes. Vous aurez certainement l'occasion de nous suivre après que vous aurez prié pour vos vies, pour vos familles, mais également pour la RDC. Nous avons un seul sujet aujourd'hui que nous allons traiter ensemble avec vous. C'est la lecture de la situation après Genève. Mais avant qu'on y arrive, quelques brèves. Vous savez, à l'est de la République, ça continue à tirer par moments là-bas, à gauche et à droite. On en est arrivé même à tuer des casques bleus, ce qui est très malheureux et très dangereux. Pendant ce temps, la situation d'Ebola continue à s'empirer. Il y a des étudiants à Kinshasa, à l'université de Kinshasa, ex-Lovagnon, qui ont été lâchement abattus par, je ne sais pas si c'est la soldatesque ou la police de M. Kabila. C'est malheureux que l'on envoie des gens, des forces de l'ordre sur les sites universitaires. Et quand les étudiants sont en train de manifester ce qui est un droit constitutionnel, que certains policiers puissent en arriver à battre comme ça deux étudiants qui ont perdu la vie tout en étant très jeunes. Et vous savez, envoyer un enfant à l'université à Kinshasa, pour beaucoup de parents, c'est un très très grand casse-tête. Et puis, quand on envoie un jeune homme comme ça à l'université ou une jeune dame, c'est peut-être l'espoir de toute une famille, même de toute une communauté. Donc, ces policiers inconscients qui tirent comme ça, comme s'ils tiraient sur un oiseau, doivent être traduits en justice. Si pas maintenant, mais il faut que l'on prenne, qu'on puisse les identifier un jour, parce qu'il y a toujours un jour, ces policiers seront traduits en justice. Alors, on va respecter la tradition, celle qui consiste à reconnaître les 10 premières personnes qui se connectent sur nos directs. La première personne aujourd'hui, c'est Tumba Kolesha, qui me salue, dit hello. Allô, je dis allô, Tumba. Pierre Kamwini Moko, un habitué, qui me salue, il dit bonjour Anglo-Congo, je dis bonjour. Nous avons Franck Kabundi, nous avons Didier François, Premier Nsilou, il dit Monsieur Anglo, bonjour à Monsieur Anglo-Congo et bon dimanche. Merci beaucoup mon frère, bon dimanche à toi aussi. Nous avons Lisa Monguedou. Alors, l'analyse d'aujourd'hui, c'est lecture après, lecture de la situation après Genève. Genève, qu'on le veuille ou pas, même si ça continue à défrayer la chronique, mais ça commence à rentrer dans le passé, petit à petit dans les oubliettes. Les gens essaient d'aller fouiller dans les restes de cet accord qui a volé en éclat 24 heures après qu'on l'a signé. Les gens veulent savoir qu'est-ce qui s'était passé. Nous avons glané aussi quelques informations. Nous avons vu M. Moïse Katumbi et Jean-Pierre Mbemba, que les gens accusent qu'ils ont voté en faveur d'un candidat contre un autre. Non, ils n'avaient pas voté. Je crois ce qu'on a appelé le premier ou deuxième tour, c'est-à-dire que quand M. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ont perdu en faveur de M. Martin Fayulu, mais les informations à ma possession, des sources très sûres, mais je ne vais pas citer ma source, ces jours-là, le matin, il y a eu une tentative, pas une tentative, une très brève rencontre entre M. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Ils avaient des chambres voisines.
Hein, vous pouvez vérifier, demander à leur entourage. Ils avaient des chambres voisines. Alors, ils se sont vus très brièvement et par la suite, il y a eu des rencontres. Monsieur Mouzito, Monsieur Martin Fayoulou, qui ont rencontré l'un l'autre, d'après mes informations, c'est eux, y compris M. Matungulu, qui a finalement joué, j'allais dire, qui faisait des promesses à M. Vital Kamere et à M. Félix Tshisekedi. Bien sûr, les autres aussi exprimaient leur soutien. Hein, ils exprimaient leur soutien aux des candidats. Mais comme vous l'aurez constaté, pourquoi je dis ça? J'ai commencé mon enquête à partir d'un élément, d'une information, comme quoi Félix Tshisekedi avait voté pour Martin Fayoulou, hein, comme son deuxième choix, mais ces derniers n'avaient pas voté pour Félix Tshisekedi. Mon enquête est partie de là et viendra un autre élément, c'est celui de mon frère, quand Félix Tshisekedi répondait à son frère Martin Fayoulou, il dit « Est-ce que tu peux dire devant Dieu que nous prions au centre missionnaire Philadelphie, dire à l'opinion les engagements que tu avais pris devant moi et les termes de ces engagements 1 heure avant la rencontre. » J'ai pris cet élément et j'ai pris l'élément de Vital Kamere qui dit que non, j'avais un peu parlé avec mon frère, mais j'ai constaté, après il a changé quand il a rencontré Mouzito. Là-dedans aussi, il y a la vérité. Nous avons fouillé effectivement. Ce jour-là, Mouzito avait un jeune homme dans la chambre qu'il avait invité, un coiffeur qu'il avait invité. Et ce coiffeur, ce jeune homme, s'il m'entend, il va reconnaître que pendant qu'il était en train de coiffer les cheveux de Mouzito dans sa chambre, Mouzito avait appelé M. Félix Tshisekedi qui était venu dans sa chambre. Mais les garçons, les jeunes hommes, les coiffeurs, on l'avait fait sortir, ils n'étaient pas témoins des entretiens. Quand, et après, parce que j'ai finalement maintenant 3-4 personnes qui étaient dans l'hôtel. Et j'ai pris le temps. L'entretien dont parle M. Félix Tshisekedi avec Fayoulou, j'ai quelqu'un aussi qui les avait vus causer pendant longtemps. Et là, c'était au rez-de-chaussée. Et Vital Kamere, semble-t-il, il attendait que M. Félix Tshisekedi rentre dans sa chambre. Mais c'est les coups de fil de Mouzito qui avaient fait que M. Félix Tshisekedi ne soit plus rentré. Alors, quand Vital est descendu, il a constaté qu'il y avait un changement. Alors, entre-temps, à Vital, bon, c'était le message, semble-t-il, qu'on a donné à chacun, c'était un message pour que l'un se méfie de l'autre. Mais en faisant la promesse que nous sommes 3, hein? Donc regardez les 3 qui, à part Vital, à part Félix, il y a 2 candidats qui avaient pris part aux élections. Et je dis bien, il y a 2 candidats. Alors, ce sont les 2 candidats qui faisaient la promesse à l'un et l'autre comme quoi je te soutiens. Et chacun a fini par croire que bon, j'aurai la majorité. Donc, Félix Tshisekedi a cru qu'il aura la majorité de voix vis-à-vis de Vital. Vital aussi a cru qu'il aura la majorité de voix vis-à-vis de Félix. Alors, chacun d'entre eux, selon la personne qui lui avait fait la promesse, a dit, bon, comme ça, moi, toi, tu seras mon deuxième choix. Alors, le deuxième choix de chaque côté, si vous regardez après analyse, Matungulu n'a pas voté pour Vital, alors que Vital avait voté pour Matungulu comme deuxième choix. Fayoulou n'a pas voté pour Félix, alors que Félix avait voté pour Fayoulou comme deuxième choix. Hein, j'ai eu quelques informations, mais aussi ce qu'on avait déjà mis sur l'Internet, ça m'a permis de mettre les choses de bout en bout pour me faire une idée. Il y a quelques témoins, bien sûr, ils n'avaient pas entendu tout ce qui se disait, mais qui ont vu des mouvements. J'ai même quelqu'un qui a une photo, je dis bien une photo, de la rencontre
d'un petit aparté entre Olivier Kamitat, Martin Fayoulou, je crois avec professeur Matungulu, hein, et quelqu'un d'autre, un aparté à côté. Alors, donc, à dire vrai, pour rester fidèle à la vérité, les autres, ce que nous appelons les invalidés, et ils ont joué un rôle de loin, hein, c'est-à-dire, ils étaient comme, j'allais dire, des gens qui téléguidaient à partir de là. C'est quelque chose qui a été... Et puis quand vous regardez avec le recul des temps, c'est facile, avec cette formule, de faire que Vital puisse perdre et Félix puisse perdre. Quand Mouzito parle, ses premières déclarations dans un journal, il dit que Félix et Kamerhe ont perdu à cause de leur ego surdimensionné. Mais il ne parle pas des promesses des promesses de soutien qui avaient été faites par ces groupes-là. Maintenant, quand vous regardez, hein, quand vous étudiez ça très bien, je vous donne les devoirs, vous allez voir que il y a eu le groupe qui a joué, c'est ceux qui étaient les moins favoris, mais qui avaient pris part au premier vote. C'est le groupe qui a joué. Parce que les autres, les invalidés sont venus voter après que Félix et Vital ont été disqualifiés. Enfin, ils ont perdu. C'est alors que les invalidés sont venus. Alors, c'est une affaire qui avait été bien étudiée. Sur le plan stratégique, je dois dire bien. Sur le plan stratégique, c'était 10. Ils avaient eu le temps de bien comprendre comment influencer les résultats. Moi, je ne dis pas que c'est mauvais, c'est bon, mais je vous relate, après avoir étudié, parlé aux uns aux autres, et je vous renvoie, vous allez voir, quand M. Martin Fayoulou il fait appel à Félix Tshisekedi à Kamerhe, la réponse de M. Tshisekedi dit que non, voilà, je vais bien, mais est-ce que tu peux rappeler, tu peux dire à l'opinion, maintenant, la réplique de M. Fayoulou, il ne dit pas ce qu'il avait dit à Félix Tshisekedi. Il se réfère à ce qu'ils avaient signé, les documents. Or, les documents, ça, nous connaissons tous. Hein? Ça y est, sur Internet. Mais ce qu'il s'était dit, ça ne se dit pas. Donc, M. Félix Tshisekedi ne le dit pas. M. Fayoulou aussi ne le dit pas. C'est là où il y a quelque chose, un élément très important. Ce qu'ils se sont dit. Mais une autre source nous a dit, voilà, du côté de Vital, il y avait des fuites. Qu'il avait reçu la promesse, hein, que voilà, il a la majorité, les deux autres vont les soutenir. Alors, après étude, on a compris que, bon, écoutez, c'était un jeu, finalement, les deux sont tombés dans le piège, ça, il faut le dire, parce que M. Félix Tshisekedi reconnaît, il demande même, il dit que pardon, il dit que, bon, il est content qu'on a accepté son pardon, mais Kamerhe, il a parlé de la malice. Hein? Il a parlé de la malice et il a cité quelques noms là-dedans. Donc, quand vous étudiez calmement, vous allez comprendre que, en fait, chacun était prisonnier des fausses promesses. Si, d'après nos informations, s'ils avaient eu suffisamment le temps de se parler ce matin-là, ils auraient en tout cas changer les choses, donc Félix et Vital. Mais malheureusement, parce que imaginez, ils avaient des chambres voisines, mais la veille, ils ne se sont pas parlé pour dire, mon cher, c'est nous qui sommes dans la course, parlons-en un peu, parce que le consensus doit être autour de nous. C'est parce qu'il y avait un travail où on disait, d'après mes informations, on a dit à Vital que non, tu dois faire très attention, Moïse et les autres sont contre toi. Et en même temps, on a dit à Vital Kamerhe, plutôt à Félix, il faut faire attention avec Jean-Pierre Bemba.
J'ajoute un autre élément. Il y a un cadre du MLC, je ne vais pas citer son nom. Il est vraiment très, très proche de Jean-Pierre Bemba. Un ami, enfin pas un ami, mais un ami commun, hein, donc il est ami à un ami à moi. Il dit ce cadre, avant, quelques jours avant, il avait pris un peu de l'alcool. Mais non, il était sous l'effet de l'influence de l'alcool. Il dit en lingala, et ozala ni Félix, ni Vital. Pourquoi? Parce que ils disent que, parti wana eza parti minene, so bazui pouvoir, ça a 10 ans. Alors que, maintenant il citait Jean-Pierre, je dis bien c'est lui qui citait Jean-Pierre, il dit, Jean-Pierre vient de faire 10 ans en prison et il n'est pas prêt, il y a que Azela Lisusu, parti wana mutu akozwa pe asali 2 mandats, Azela sous 10 ans. Voilà. Donc, mais c'est passé, c'est un jeu politique et les autres sont sortis de ça, ils ont retiré leur signature. Les gens ont beaucoup parlé là-bas. Je vous recommande de suivre le professeur, comment s'appelle, l'autre constitution, professeur Mbata. Et il y a un autre juriste qui vient de faire une vidéo, c'est un juriste en même temps pasteur, monsieur Patrick Djembe, qui a dit qu'il n'y a rien d'illégal là-bas, hein, le fait de retirer sa signature. En fait, les regrets des gens par rapport au retrait de la signature, ce n'est pas parce que c'est illégal, c'est tout simplement parce que le peuple congolais, en tout cas une bonne partie, espérait beaucoup de cette unité de l'opposition. Mais comme quelqu'un l'a dit, comme mon frère Patrick Djembe, je vous recommande de les suivre, comme il a dit, les prémices étaient déjà faussées, donc les résultats ne pouvaient qu'être ça. C'est-à-dire que les gens n'étaient pas sincères au moment où ils se parlaient en privé. Hein, au moment où ils faisaient des arrangements, tout ça, ils n'étaient pas sincères. Alors, maintenant, les autres se rendront compte qu'ils ont été roulés après le jeu. Mais comme tout était finement étudié, c'est pour cela que je dis sur le plan stratégique, c'était quelque chose, c'était un coup réussi. Comme tout avait été étudié finement, on avait anticipé de les faire signer des papiers bien avant, en y mettant une sorte de menace, c'est-à-dire des phrases qui feront que s'ils essayent de reculer, on va utiliser ça contre eux. Et sur ce point-là, je dis que c'était un coup bien réfléchi, s'il faut appeler ça un plan, je ne voudrais pas le terme, c'était un plan bien réfléchi, mais malheureusement, c'est des choses qui se sont faites comme s'ils étaient, c'est comme s'il y avait d'une part les gens de pouvoir et les gens de l'opposition. On ne voit pas là des gens qui appartiennent à un même groupe. On ne voit pas ça. Et tout était bien étudié, on a changé les mots de désignation, les critériums étaient changés, mais les autres sont tombés dans le filet. Pourquoi? Parce que bien qu'on avait changé les critériums, ils se sont laissés aller parce que chacun croyait qu'à même avec le mode de vote, il aura la majorité. Je parle là de Félix Tshisekedi et de Vital Kamerhe. Alors, maintenant, d'où vient le changement? Il est vrai que les bases ont été quelque part dessus et la réaction de leurs bases respectives, elle est normale. Qu'est-ce que vous attendez de ces bases? Parce que les bases sont partisanes. On dit bien la base de l'UDPS, la base de l'UNC. Elles sont partisanes. Leur réaction, elle est tout à fait normale. Maintenant, au-delà des bases, il y a eu d'autres interventions. Je dis bien, il y a eu d'autres interventions. Parce que même, au début des choses, il y a eu des interventions. J'avais mis un truc, l'ombre de Kigali sur l'accord de Genève. Alors là, je voudrais ouvrir
en fait une avenue dans cette analyse, c'est-à-dire les Congolais, pendant que ces choses se faisaient, n'arrivaient pas à voir quelles sont les forces extérieures mais invisibles qui étaient en train de s'affronter à travers ses opposants. Il y a des forces extérieures sur le plan international, donc au-delà de l'Afrique, sur le plan continental et sur le plan sous-régional. Je vous ai dit la présence, les va-et-vient de Louis Michel, la visite de Kengo Adondo, les libéraux qui soutenaient un dialogue avaient joué un rôle aussi à leur niveau. Il y a eu des entretiens entre Louis Michel et certains des leaders là. Mais vous savez, en Belgique, le gouvernement qui est en Belgique, c'est un gouvernement de coalition. Il n'y a pas que des libéraux. Il y a d'autres partis politiques qui sont dans ces gouvernements. Il y a un parti politique, d'après ma connaissance, si ces partis-là quittent, le gouvernement tombe. La coalition cesse d'exister. Donc, pour simplifier ça, si ces partis-là quittent l'accord qui fait que le gouvernement de Charles Michel soit là, cet accord va éclater et la conséquence sera le gouvernement tombe. Ces partis-là, c'est par la force des choses qui sont ensemble avec les libéraux. Alors, ce sont des concurrents, mais pour l'instant, ils sont dans une alliance de gouvernement pour la gestion du Royaume de Belgique. Mais sur les dossiers RDC, les libéraux et l'autre grand parti qui vient, je ne sais pas si c'est NVA, quelque chose comme ça, sur le dossier RDC, ils ont des divergences. Alors, ces partis-là aussi étaient au courant de certaines choses que les libéraux faisaient, étaient en train d'orchestrer au niveau de cette rencontre-là de Genève. Ça, c'est d'une part. D'autre part, certains pays de l'Union européenne étaient aussi derrière, je n'ai pas tout ça, je dis certains pays de l'Union européenne étaient derrière l'accord. C'est-à-dire, quand je dis derrière l'accord, parce que vous savez, moi j'ai fait des histoires de conflits et négociations. Le plus souvent, je ne dis pas dans tous les cas, le plus souvent quand vous entendez qu'il y aura une négociation pour résoudre une crise dans un pays, et qu'à la fin de cette crise, il y aura un dirigeant ou bien un gouvernement qui sera mis en place, le plus souvent quand le médiateur vient, il a déjà en poche le nom de celui qui, à l'issue des négociations, doit prendre la direction du gouvernement. Le plus souvent. Maintenant, c'est à lui de jouer pour concrétiser cela. Je dis le plus souvent. Ceux qui étaient partis en Afrique du Sud, Thabo Mbeki, qui était... D'abord, vous aviez l'ancien président botswanais, Katumbi Masire. Après, vous savez que Kinshasa, finalement, avait récusé Katumbi Masire. Après, maintenant, après la mort de Nouzé, Thabo Mbeki, c'est lui pratiquement qui était le médiateur. Mais à un niveau de négociation, Thabo Mbeki avait dit clairement aux parties prenantes que vous négociez tout concernant la mise en place d'un gouvernement, vous négociez tout sauf le poste du président. Donc c'est Joseph Kabila qui est là, ce n'est pas négociable. Alors là, comme vous aurez constaté que la négociation avait plus tourné au niveau des postes de vice-présidents, les 4 vice-présidents. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on parle de médiateur, on croit forcément que c'est un homme neutre. Non, pas dans tous les cas. Je dis bien pas dans tous les cas. Parce que derrière, il y a des forces qui ont certains intérêts. Or, par nature, l'intérêt n'est pas neutre. L'intérêt est lié aux besoins de quelqu'un. Alors,
c'est un peu ça ce qui s'est passé. Maintenant, il y avait dans les forces cachées des gens qui s'attendaient que ça serait telle personne. Hein? Je donne l'exemple, ça serait, en tout cas, on parlait plus de Félix Tshisekedi, mais entre-temps, la plateforme Lamuka, dans sa configuration actuelle avec les 5 leaders, ils avaient quelqu'un d'autre. Et ils ne sont pas seuls, il y a d'autres forces hein, au niveau de l'Occident et de la sous-région, du continent de la sous-région, qui, elles, pensaient souhaitaient que ça soit pas M. Félix Tshisekedi, mais que ça soit quelqu'un issu de ces groupes tels qu'il est aujourd'hui. Alors, parce que, vous savez, bon, les gens parlent de morale, tout ça, ben, ce n'est pas connaître, c'est que c'est la politique. Hein? Quand les autres, en allant en négociation, ceux qui soutenaient les camps de M. Félix Tshisekedi se disaient normalement, c'est lui qui part avec les pronostics de faveur. Donc, il se disait, nous allons là-bas, nous avons un avantage. Mais maintenant, l'autre camp aussi était conscient que nous n'avons pas l'avantage, mais nous allons jouer de manière tout à fait démocratique, mais en utilisant ce que je peux appeler ça stratégie, ruse, stratagème, pour faire que celui qui est favori puisse, quand je dis favori, c'est en fonction des intentions de vote exprimées dans un sondage, mais souvent aussi en fonction de ce que les médias nationaux et internationaux disaient de M. Félix Tshisekedi. Mais alors, mais là-bas, ces intentions de vote, on ne pouvait pas les convertir. C'était des voix, chacun avait une voix. Alors, les stratèges de l'autre camp, c'est pour cela que j'ai dit, ils avaient bien joué, ils ont compris que bon, que tu sois favori dans les sondages, dans les médias, chacun quand il vient ici, eh bien, ce n'est pas sa base, ce n'est pas les médias, ce n'est pas les sondages qui vont l'accompagner. Il va peser, il aura le même poids que même celui qui n'a pas, qui a un parti qui n'a pas de députés. Par exemple, le parti de M. Matungulu n'a aucun député, ni provincial, ni national. Alors, maintenant, les autres venaient avec l'idée, ils ne venaient pas pour obtenir le soutien de Matungulu au départ. Ils venaient pour obtenir le soutien de Jean-Pierre Bemba, qui est le président du MLC, qui a un parti qui pèse, qui a des députés. Monsieur Moïse Katumbi, l'ensemble, c'est une plateforme dans laquelle il y a des partis qui ont des députés. Alors ça, c'était la part pour continuer à les attirer. Donc, on les faisait rêver, on dit, comme ça, à la fin, vous aurez ça. C'est au nom de ça qu'ils ont accepté, sur base de ces promesses, qu'ils ont accepté d'aller même faire le vote. Mais s'ils s'étaient parlé, je crois qu'ils allaient peut-être éviter ce qui est arrivé. Hein? Ça, c'est dans leur camp. Mais les autres avaient bien imaginé les scénarios et ça marchait. Sur le plan stratégique, je leur dis coup de chapeau. Mais maintenant, ça a marché là-bas, mais ça n'a pas marché dehors. Ça n'a pas marché au niveau, quand je parle de dehors, au niveau de l'opinion dans le pays. Ça n'a pas marché au niveau des forces extérieures. Ça a marché certainement pour les libéraux et leurs alliés hein, au niveau international, mais pour d'autres forces, ça n'a pas marché. C'est comme ça que on a profité de cette protestation des bases pour leur dire et vous devez vous retirer. Parce qu'en politique, quand votre intérêt n'est pas là, vous vous retirez. Je dis bien, c'est en politique comme ça. Ça peut ne pas être moral, ça dépend de l'éthique, mais ce n'est pas illégal. Tous les juristes disent que ce n'est pas illégal. Cet accord n'a pas une force, un caractère contraignant. Non. Alors, c'est la faiblesse, comme dit le professeur Mbata, c'est la faiblesse du côté stratégique maintenant
de ceux qui avaient gagné en amenant les autres dans les votes, ils n'avaient pas vu les côtés non contraignants de l'accord, bien qu'il y avait des phrases, vous serez livré à l'opprobre, cela mettra fin. Ça va mettre fin à la carrière politique de quelqu'un. Comment? Parce que quand on fait la stratégie, on se pose des questions, on imagine des scénarios. Comment ça va mettre fin à la carrière politique de quelqu'un? Il y en a qui pensaient, j'ai entendu des gens dire que non, sur le plan international, c'est un discrédit. Ça dépend. Ça dépend. Mais si celui dont vous dites, il est porté par une puissance sur le plan international, mais il n'est pas discrédité. Par contre, son retrait plaît à ceux qui le soutiennent. Alors, j'ai un journal kenyan ici. Bon, c'est un journal dont le siège se trouve au Kenya. Il s'appelle The Eastern Africa. The Eastern African. Les titres, ça date du 17. Donc, d'hier, on dit, est-ce que l'unité de l'opposition en RDC va donner la victoire? Je ne saurais pas vous lire tout, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Ce monsieur, c'est la troisième fois qu'il écrit un article très intéressant avec, comme on dit en anglais, avec insight, donc une vue, insight correct, une vue correcte. Ce monsieur explique que, il s'appelle Fred Onuch. Il explique comment les groupes de 5 auront du mal à rendre leurs candidats forts au point de concurrencer M. Félix Tshisekedi et M. Vital Kamerhe. Mais il montre aussi que, avec ce qui est arrivé, que comment dirais-je, cette division diminue un peu l'image de l'opposition. Et en plus, c'est comme s'il informait, parce qu'il parle de Genève, des choses qui se sont passées là-bas, mais il ne va pas dans les détails. Alors, mais il dit quelque chose d'important, je vous épargne le reste. Il parle, il dit, sources who were in Geneva, donc, enfin, les sources qui étaient à Genève, le 11, quand Fayoulou a été élu par surprise, au détriment de M. Félix Tshisekedi et de Kamerhe, ils disent que les dirigeants de la région Est, donc from the East, ont peur que how should I translate this? Come on. Fear of being compromised by President Kabila and the need to present a fresh face. Ils ont peur que les choses soient compromises par le président Kabila et le besoin de présenter une nouvelle face, que ça soit compromis. C'est-à-dire que, to summarize, c'est juste pour vous faire voir que à l'est de l'Afrique, il y a comme une sorte de volonté de changement. Mais avec ce qui est arrivé, ça risque de compromettre la chance d'avoir une nouvelle figure à la tête du pays. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors, ceci m'a poussé à dire, il y a ici un facteur géopolitique. J'ai une information d'une source très crédible. Quelqu'un a dit que nous n'allons pas laisser que ces gens-là continuent à avoir l'influence, plutôt à exploiter ces pays-là. Ah bon? Quand j'ai entendu ça, ça m'a rappelé le président Masisi du Botswana.
Ça m'a rappelé le président Masisi de Botswana. J'ai dit, ah bon? Alors, qu'est-ce qui se passe ici? J'attendais voir la réaction sur le plan international, notamment de certaines institutions. La seule que nous avons de manière officielle, c'est, je ne pourrais pas appeler ça vraiment réaction, mais une institution qui a fait allusion à ce qui est arrivé à Genève et à la désignation de M. Martin Fayulu, c'est la patronne de la MONUSCO. Elle était à New York et avant-hier, elle était, jusqu'avant-hier, elle était en Europe. Hein? Donc, elle était déjà en Europe et je crois qu'elle va rentrer au Congo. Je ne sais pas si elle est déjà rentrée au Congo, mais d'après mes informations, elle était en Europe. Alors, cette dame, quand vous lisez, bon, moi j'ai suivi la vidéo. Quand vous lisez, quand vous suivez son message aux Nations Unies, je ne vois pas la nécessité pour elle de faire allusion à ce qui s'est passé à Genève. Je n'en vois pas la nécessité. Parce qu'en faisant allusion à ce qui s'est passé à Genève, elle aurait pu parler aussi des Chadari et même des autres candidats qui sont restés au Congo. Mais le fait, parce qu'ici, il faut bien lire entre les lignes, le fait qu'elle a dit qu'un candidat commun de l'opposition avait été désigné, mais ce candidat est loin de faire l'unanimité, j'ai dit, mais ça vient faire quoi ici, à la tribune des Nations Unies, où elle s'adresse au Conseil de sécurité? C'est très important ce que je dis là. Hein. Je dis, pourquoi? Parce que c'est, après tout, c'est, comme on dit, c'est un fait privé, private fact. Pourquoi il dit ça? J'ai compris tout de suite que c'est un message qui est adressé à une audience. Alors, croire que les choses se sont passées sans les forces extérieures, ça serait être naïf. Ça serait être, en tout cas. Mais non, le chef d'État qui a dit que nous n'allons pas laisser que ces gens-là continuent, il parle de quels gens? Maintenant, quand vous regardez la couleur politique de certains personnages, qui, pour moi, je dis, qui ont eu l'imprudence de ne pas s'entourer suffisamment des discrétions. Hein, vous prenez Kengo Adondo, Louis Michel, pour ceux qui sont au fait de ce qui se passe dans la sous-région, ils peuvent voir quel est le pays qui a des relations, des bonnes relations. Je n'ai cité que deux là, Louis Michel, Kengo Adondo. Et quand vous regardez aussi parmi les leaders de ceux qui sont restés, vous pouvez vous faire l'idée par un des leaders. Moi, je suis en train de faire l'analyse. Ici, je suis un peu dans... Ce n'est pas les réels là, mais j'essaye de mettre les choses de bout en bout. Pour enfin me faire une idée logique. Alors, j'en arrive à la... Et en plus, voilà, en plus, quand vous regardez, vous écoutez Madame Kassamoubou, je ne dis pas que tout ce qu'elle dit c'est vrai, mais quand vous écoutez aussi notre frère Ambawechi, Ambawechi a sa façon de parler. Mais Ambawechi, comme il le dit là, ce n'est pas aujourd'hui qu'il a fréquenté le milieu politique belge. Ça fait très... Par rapport à tous ces gens qui publient des vidéos, ça fait très longtemps. Alors, tout ça m'a conduit à prendre ces éléments-là, les mettre sur la table et commencer à faire mon analyse et chercher au travers d'autres sources. Et j'en suis arrivé à la conclusion que, en tout cas, je suis sûr à 90% ou à 90% pour ceux qui sont à Paris, qu'il y avait l'ombre de Kigali derrière ça.
Maintenant, il n'y a pas que Kigali. Il y a d'autres forces, mais qui, elles, ne se sont pas dévoilées. Je peux vous garantir que l'Afrique australe, d'après mon analyse, n'était pas d'accord avec les choix. Ici, je suis sur le plan régional, sous-régional, hein, ou bien régional si vous voulez. L'Afrique australe n'était pas dans ça. Mais je ne peux pas aller très loin. Dans les jours à venir et les semaines, l'eau va s'éclaircir. On saura qui est caïman et qui est hippopotame, qui est baleine, hein, qui est quoi. Mais j'ai essayé d'anticiper. Depuis l'arrivée de l'AFDEL, pour vous donner une idée, souvent beaucoup de Congolais d'analystes qui font des analyses, ils commettent l'erreur d'ignorer la région de l'Est de l'Afrique. Cette région, elle est, là je voudrais parler du Rwanda, de l'Ouganda, Burundi, Tanzanie, Kenya, même les Kenyans dans une certaine mesure. Ces pays, ce sont les pays qui bénéficient de tout ce qu'il y a comme pillage à l'est de la République. Dans cette région-là, il y a eu une lutte d'influence entre ces pays sur la RDC. Je n'ai pas ignoré l'Angola et l'Afrique du Sud. Mais ils ne sont pas, l'Angola et l'Afrique du Sud ne sont pas dans la région Est. Depuis longtemps, certains pays ont souffert le fait que le Rwanda avait le plus gros morceau de la RDC entre ses dents. Et vous allez constater, il faut rentrer à l'accord cadre d'Addis Abeba. Cet accord cadre, quand vous le lisez très bien, analysant, vous allez comprendre que cet accord avait pour mission d'échanger, de faire les shifts d'influence dans cette région-là, sur la RDC. Et cet accord, quand vous le lisez très bien, vous allez voir que cet accord avait pour mission de diminuer complètement l'influence du Rwanda sur la RDC. J'en veux pour preuve la visite de Madame Hillary Clinton. Vous savez, Hillary Clinton, c'est l'épouse d'Hillary, plutôt de Clinton. Ils avaient des relations quasi personnelles avec Kagame. Mais il est étonnant quand elle fait son voyage en 2009, cette dame ne va pas au Rwanda, parmi les pays qu'elle a visités en Afrique dans sa tournée. Et la rencontre avec le président Kabila a eu lieu à Goma. Je n'ai jamais été à Goma, mais j'ai rencontré beaucoup de gens qui me disent quand vous êtes à Goma, le Rwanda c'est à côté, Gisenyi c'est à côté. Avant cette tournée, surtout pour la RDC, le département d'État, qui était dirigé à l'époque par Mme Hillary Clinton, avait demandé aux services secrets américains, notamment ce qu'on appelle, il y a un service là, je crois, NAS, je crois, National Agent Security, voilà. Ils avaient demandé à ces services, avec la CIA, de prendre certaines dispositions avant la visite de Mme Hillary Clinton et de renforcer la surveillance, voilà. La surveillance des dirigeants, en commençant par Kabila, Kagame et Museveni. De mettre même sous surveillance leurs cartes de crédit, leurs téléphone, hein, et de prendre même, plus grave, on a parlé même, je n'invente rien, hein, ça est dans les câbles, et puis vous pouvez, même Jeune Afrique avait tiré ça des câbles diplomatiques, avait publié ça,
même de prendre, vous voyez sur lait ici, chacun sur, je crois ce qu'on appelle l'iris, quelque chose comme ça, de prendre les iris et à partir de ça, ils auront certaines, les empreintes digitales y compris, ils auront certaines informations. Alors, quand Mme Hillary Clinton est venue, on a RFI par Christophe Babouvier a invité au journal Afrique de RFI, monsieur, un ancien ambassadeur du Congo, des États-Unis au Congo, monsieur Dan Simpson. Pour rappel, M. Dan Simpson, c'est l'ambassadeur qui était là, qui a vu la chute de Mobutu. Pour dire clair, il a beaucoup contribué pour la chute de Mobutu. Quand vous regardez Mobutu, roi d'Isaïr, c'est l'ambassadeur qui dit que quand on est venu lui annoncer que Maël est mort, il dit « it doesn't matter hein, », peu importe. Parce que déjà, c'était fini pour le régime, Mobutu était parti, même si on tuait Maël, ça importait peu, l'essentiel, ils ont atteint leur objectif. Et celui qui était ambassadeur, alors, M. Don Simpson, il est devenu maintenant journaliste, je crois. Je l'ai appelé une fois, on avait parlé, il avait écrit un très bel article sur la situation de la RDC. Il dit, j'ai cette interview-là que j'ai sauvegardée, il dit dans l'interview de RFI, il dit, les États-Unis ont changé le jeu d'intérêt qu'ils faisaient dans notre région. Alors, les journalistes intentionnellement lui posent la question, mais pourquoi il n'est pas allé au Rwanda? Il a même souri. Hein? Il a fait un petit sourire, il dit, mais ceux qui connaissent la géographie de ces coins-là, mais Gisenyi, c'est un jet de pierre là-bas. Il dit parce que nous avons changé notre position. La RDC est un gros morceau économique qu'ils ne peuvent pas ignorer. Bon, cela veut dire quoi? Ils n'ignoraient pas la RDC. Tout simplement, ils avaient utilisé le Rwanda et l'Ouganda pour changer de régime à RDC, mais maintenant, là, ils ont cherché à écarter le Rwanda et l'Ouganda. Et l'accord cadre, quand vous lisez, c'est dans cette logique-là. Parce que c'est dans l'accord cadre que les dialogues étaient prévus. Hein. Il faut lire l'accord. Les problèmes des Congolais, nous prenons les événements de manière singulière, c'est-à-dire on n'arrive pas à se faire une vue d'ensemble pour comprendre l'entité singulière qui est devant toi. Tu dois voir la relation qui existe entre l'élément que tu as, le facteur que tu as, l'unique. Hein, comment ça s'intègre dans le groupe. Et quand on fait la lecture de cette manière-là, on va tout fausser et on arrivera à des mauvaises conclusions. Alors, et ça, c'est au-delà de tout ce que nous, les Congolais, nous disons, c'est au fait, ils sont en train de changer la géopolitique du pays. Ce n'est pas une histoire qui a commencé avec Trump. Pas du tout. Trump est venu. Écoutez, quand Trump est arrivé au pouvoir, les gens pensaient que Trump ne s'intéresse pas à l'Afrique. Trump a diminué le budget du département d'État quand il est arrivé. Beaucoup de postes d'ambassadeurs en Afrique étaient supprimés. Mais au fur, beaucoup d'experts, parce qu'aux États-Unis, ce n'est pas comme en Afrique où le président de la République, c'est lui le patron de tout. Non, vous devenez président, mais il y a un système qui est là, qui existait depuis avant que vous ne soyez peut-être né. Que vous ne soyez né. Donc, un président de la République aux États-Unis, il est d'abord au service, je parle ici sur le plan international, il est d'abord au service d'un système qui existe. Ce n'est pas un potentateur qui vient là, qui dit, bon, moi, je change tout. Non, 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 non. Il y a des intérêts des Américains, donc des États-Unis, vous venez, vous devez vous aligner. Beaucoup d'experts, moi, j'ai suivi beaucoup d'ex-diplomates dans les débats, dans les think tanks,
il prédisait que Trump va se rendre compte que nous ne pouvons pas ignorer l'Afrique, surtout pendant ces temps ici, que la Chine a envahi l'Afrique et que aussi la Russie a fait son comeback en Afrique. Il le prédisait. Parmi ces gens-là, il y a même Herman Cohen, beaucoup y compris l'actuel sous-secrétaire d'État, Tibor Nagui. Moi, je l'ai suivi, alors à l'époque, il était recteur dans une université. Il parlait de la politique extérieure des États-Unis en Afrique. Lui aussi prédisait que non, tôt ou tard, Trump va réaliser qu'il faut renforcer notre diplomatie en Afrique parce que l'Afrique est un continent d'avenir. Et lui continue à le dire. Il était dernièrement en Afrique de l'Ouest, il a encore dit. Il avait, parce qu'il a en charge le programme YALI, hein, YALI qui était initié par Barack Obama. C'est-à-dire on prend des jeunes leaders, on leur donne certaines petites formations, tout ça. En fait, c'est un moyen de recrutement des jeunes. Les Américains voient très loin, ils recrutent des jeunes. Moi, j'ai fait ces cours-là, bien que je n'ai pas l'âge. Je les ai faits en ligne, mais chaque fois qu'ils m'invitent d'aller... Parce que maintenant, ils ont un centre à Nairobi. Hein? Ils ont un centre à Nairobi. J'ai été invité pour aller à Nairobi, mais je ne peux pas aller, d'abord parce que je n'ai pas l'âge. Je n'ai plus l'âge, j'ai dépassé l'âge. Mais j'ai fait ces cours-là. Je crois que je dois avoir à peu près 8 de leurs certificats. J'ai étudié ça, mais en même temps, je voulais comprendre qu'est-ce qui est derrière. C'est-à-dire, ils sont en train de couper l'herbe sous les pieds des Chinois. Les Chinois, je vais revenir sur ce que je disais pour notre pays. Les Chinois, eux, sont des amis des présidents qui sont sur place. Et ils donnent beaucoup d'argent. Maintenant, les Américains, ils vont vers les mécontents, c'est-à-dire la jeunesse. Parce que dans beaucoup de pays africains, la majorité de la population, elle est constituée de jeunes. C'est comme ça que les Américains maintenant entrent dans les jeunes parce que le chômage, c'est surtout dans les jeunes. Ceux qui rêvent, regardez ceux qui vont en Europe, qui prennent le risque de traverser avec des embarcations très précaires et qui se font tuer là-bas, qui noient, ce sont la majorité des jeunes. L'histoire des Gassama en France. Donc, maintenant les Américains viennent vers le jeune. Parce que quand vous regardez, même quand il y a des mouvements de protestation, ce sont des jeunes. C'est dans cette logique-là que vous devez placer même la création des groupes tels que Lucha, des groupes tels que Filimbi, même des groupes tels que c'est l'autre a créé rapidement, monsieur, comment il s'appelle, Syndicat de Kolo, Debout, Debout, c'est Congolais Debout. Il y a d'autres ici, c'est Etchad. Alors, les Américains, ils ont une politique, c'est Obama qui avait conçu ça. Ils sont en train de voir, c'est-à-dire qu'ils entrent par des jeunes pour déboulonner des dirigeants qui sont en accord, en complicité avec la Chine. Donc, en faisant cela, ils sont en train de diminuer l'influence de la Chine sur le continent. Et regardez les jeunes musiciens qui sont en Ouganda. Donc, ils sont en train de préparer la relève au travers de ces canaux. Je parle des choses que je connais parce que j'ai même recommandé à un jeune de chez nous. Je lui ai dit, mais fais ça, fais ça. Aujourd'hui, il est allé très loin. Hein? Il est allé très loin. Quand je vais dans un jeune Congolais. Alors, maintenant, Trump a fini par nommer un sous-secrétaire d'État chargé de l'Afrique. Il a fini par nommer un envoyé spécial chargé des Grands Lacs, M. Peter Pan. Il a fini par nommer des ambassadeurs, hein, des pays où il avait supprimé des postes, parce qu'il avait réduit sensiblement le budget du département d'État. Il disait que c'est de l'argent que l'on dépensait inutilement. Mais il a fini par comprendre par la force du terrain que non, l'Afrique est un gros morceau. Et dans ces gros morceaux de l'Afrique, l'Afrique qui est le gros morceau, il y a un autre gros morceau à l'intérieur, c'est la RDC. Les pays des minéraux.
on ne peut pas ignorer la RDC. Alors, maintenant dans ces jeux-là, avec ces retours-là, les Américains n'ont pour les changements RDC, ils n'ont plus pour allier dans la sous-région le Rwanda. Enfin, le Rwanda peut toujours jouer les jeux. Hein. Je ne dis pas que entre le Rwanda et les Américains, c'est la rupture. Non, pas du tout. Hein. C'est pas ça. Mais j'ai dit que concernant les dossiers RDC, ce n'est plus le Rwanda qui est en tête. Alors, il y a d'autres pays dans la sous-région qui n'attendaient que cette opportunité. Souvenez-vous de la visite de Barack Obama en Tanzanie. Donc, tous ces pays-là souffraient que le Rwanda était le patron, hein, par procuration des Américains dans la sous-région. Et surtout que la politique du Rwanda, parce que ce n'est pas les Américains qui disent exterminer des gens. Le Rwanda avait son propre agenda par rapport aux terres de la RDC. Que le Rwanda a tout fait pour avaliser ça auprès des Américains. C'est vrai que la balkanisation n'est pas forcément un plan du Rwanda, mais le Rwanda avait un intérêt particulier. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il y a eu? Tous les rapports que les experts des Nations Unies qui étaient dans le panel qu'on envoyait sur l'Est de la République, quand ces rapports arrivaient au niveau des Nations Unies, à l'époque, Madame Susan Rice, qui par la suite, elle était devenue la conseillère chargée en matière de sécurité du président Barack Obama, cette dame était à la place où se trouve Nikki Haley, c'est elle qui bloquait ça. Mais quand je dis c'est elle, cela veut dire que c'était avec l'accord des Américains, hein, donc de son gouvernement. Chaque fois qu'il y avait... Elle bloquait ou bien elle demandait qu'on modifie les